Dans cet épisode du balado compte complet. Apprécions vraiment ce qu'il a fait. Frapper 50 circuits. Est-ce qu'il va se rendre à 55? Je veux dire, il est en voie de le faire. Moi, en tout cas, chapeau. C'est un des plus beaux athlètes que j'ai vu. Au jeu! Deuxième prise! Compte complet! Le balado compte complet est présenté par Plan de match à Boucherville, votre centre d'entraînement et boutique de baseball avec cage de frappeur intérieur et lance-balles, fier partenaire de votre passion. Voici vos animateurs, Alain Usereau et Mark Griffin. Bienvenue à compte complet alors qu'on amorce la dernière semaine de la saison régulière dans le baseball majeur. Alain Usereau en compagnie de Mark Griffin. Bon, avant de parler des courses, Marc, l'exploit de la semaine, bon, on peut tourner ça de chaque côté, là. Shohei Ohtani, 50-50 avec un match historique au cours du dernier week-end. On verra pas ça, ben ça s'est jamais passé, première des choses, dans la riche histoire du baseball. C'est impressionnant ce qu'il a réalisé au cours de cette saison et c'est très peu probable qu'il le refasse compte tenu qu'il devrait retrouver le monticule très bientôt. Ouais, ben là, écoute, on parlera de ce qu'il peut faire dans l'avenir, mais ça reste que, tu sais, je veux dire, ça s'est jamais fait. Tu l'as dit, c'est une riche histoire, ça s'est jamais fait. Là, il y a des gens qui disent, ouais, mais Acuna a frappé plus de 40, puis il a volé plus de 70 buts. C'est extraordinaire. En fait, tout ça est extraordinaire. C'est juste qu'il a amené ça à un niveau là, que ça s'est jamais fait. Tu sais, Ohtani, j'ai l'impression, Alain, qu'on n'a même pas fini encore de voir tout le potentiel. Tu sais, moi, j'ai l'impression que si ce gars-là, on décidait qu'il ne lance plus, mais qu'il s'en va jouer au champ droit, par exemple. Je suis sûr que ce gars-là, ce serait probablement un gant d'or. Si on décide que l'année prochaine, il lance, il veut sa place dans la rotation, même si une rotation à 6, tu sais, s'il est 30-30 l'année prochaine, puis qu'il en gagne 15 comme lanceur, tu comprends? Je pense qu'il ne faut plus être surpris de ce qu'il a fait. C'est exceptionnel. Il s'est dit cette année, ben, je vais courir. C'est une de mes forces, je vais courir. Tu sais, là, on me dit, ouais, mais là, les buts sont agrandis. Tout ça. Tu sais, apprécions vraiment ce qu'il a fait. Frapper 50 circuits. Tu sais, est-ce qu'il va se rendre à 55? Je veux dire, il est en voie de le faire. Moi, en tout cas, chapeau. C'est un des plus beaux athlètes que j'ai vu. Tu regardes, Alain, on parle souvent du physique d'un joueur de baseball. Honnêtement, si tu avais, là, tu commences, tu as un ordinateur, puis tu te dis, bon, ben, faites-moi là, le physique d'un joueur de baseball, les forces qu'on pourrait lui introduire et tout ça. Puis on arriverait probablement à un prototype un peu comme Shohei Ohtani. Alors, on aime beaucoup, par exemple, le physique d'Aaron Judge, mais avec des fibres rapides comme Shohei Ohtani. Alors, tu sais, je veux dire, c'est spectaculaire. Très content de pouvoir vivre ces moments-là, à voir l'histoire se passer sous nos yeux. Là. Tu serais pas surpris, Marc, ça a déjà été publicisé à son arrivée, mais ce gars-là avait les atouts pour devenir un nageur de haut niveau. Hein. Je pense que tu ne seras pas surpris avec le physique qu'il a. Là. On peut le voir, on peut même se l'imaginer en piscine faire un 100 mètres en bas d'une minute. Mais là, on parle beaucoup de son côté athlétique, mais là, dites-vous, rappelez-vous en début d'année, les problèmes avec son traducteur, la folie des médias qui est après lui quotidiennement, joue dans un gros marché. Alors, tu sais, son sang-froid, on parle beaucoup de baseball, son QI baseball, tu sais, quand voler, tu as l'impression qu'il dit, ben là, c'est un moment où on a besoin d'un simple. Bang, il va frapper un simple. Tu as l'impression qu'il est au-dessus de la vague aussi à ce niveau-là. Donc, sa force mentale semble évidemment être aussi une grande force. Dimanche, Marc, juste pour illustrer un petit peu le phénomène Ohtani, puis bon, on regardait un petit peu ce qui se passait entre les Dodgers et les Rockies du Colorado. Les Rockies menaient en 9e manche, puis là, ben, on voyait qui s'en venait frapper pour les Dodgers en 9e manche. C'était au Dodger Stadium. Et là, c'était Ohtani, Betts et Freeman.
Les Rockies menaient par 1 point. On ne s'est jamais rendu à Freeman, comme tu l'as mentionné. Puis même avant que la manche commence, on disait on souhaite bonne chance aux Rockies pour passer à travers la 9e. Ça n'a pas été long. Hein? Ben, non, ça n'a pas été long. 2 circuits en solo, c'était terminé. Moi, je trouve ça fascinant. C'est pour ça que on va reparler éventuellement là, des séries et tout ça, mais les Dodgers, oui, c'est inquiétant ce qui se passe au niveau des lanceurs partants, là, où en fait, si on se rend loin en série, mais la force de frappe, les frappeurs 1, 2, 3, tu vas me dire c'est la même chose chez les Yankees, là, mais ça reste que c'est assez spécial de voir ça. Marc, tu veux parler aussi d'un autre joueur qui a une saison dont on parle à peu près pas parce que, bon, pour différentes raisons. Je ne suis pas dans un gros marché. Bon, il y en a qui ont des saisons exceptionnelles. Judge, en particulier avec Ohtani. Mais José Ramirez avec les Guardians de Cleveland, dans un contexte autre, probablement qu'on parlerait de lui d'une super vedette, d'un candidat au joueur le plus utile à son équipe. À Cleveland, c'est ce qu'on dit de toute façon. Mais et c'est un gars qui a choisi, en fait, de jouer à Cleveland. Il faut bien le rappeler, là. Évidemment, on va placer tout ça dans le contexte. Il joue presque à rappel à Cleveland. C'est lui qui a choisi de poursuivre sa carrière là-bas. Ben moi, je trouve ça fascinant dans le cas d'José Ramirez, c'est que premièrement, il est à 3 circuits du 40-40. Il a déjà ses 40 buts volés. Il y en a juste 6 qui l'ont réalisé, Alain, le 40-40 dans toute l'histoire du baseball. Donc déjà, ça, c'est un exploit. Puis dans ces 6-là, il y a une couple de gars qui, ne sont pas autant de la renommée pour, pour des raisons de... Ouais. Je pense à José Canseco et Alex Rodriguez, entre autres choses, mais tu sais, rappelle-toi nos prédictions au début de saison. En fait, je dirais même, rappelle-toi les prédictions de la plupart des experts. Oui, les Cleveland allaient être dans le coup, mais qui va frapper après Ramirez? Il y en a qui ont, évidemment, Josh Naylor, entre autres choses, a connu des bonnes saisons, mais il a quand même, dans le cas de Ramirez, amené son équipe en série et va terminer au premier rang de la division. Tu as beau me dire que les Twins n'ont pas bien joué comme ils se devaient, tout ça. Ce gars-là joue dans l'ombre. C'est clair que si José Ramirez jouait pour un marché comme New York, comme Los Angeles, peu importe, ce serait évidemment une très, très, très grande vedette. Mais on est chanceux. On a Ohtani qui, évidemment, a passé le 50-50, Judge qui flirte avec la triple couronne et un José Ramirez qui va atteindre le 40-40. Je ne vous ai même pas parlé de Francisco Lindor qui, avant sa blessure, traînait les Mets. Donc, on est dans une belle ère de baseball, Alain, où il y a des joueurs qui se démarquent de façon importante. Et ça, c'est les grands gagnants de tout ça, ce sont les partisans. Là. Écoute, Marc, je veux tendance sur... parce que je regardais le fameux WAR. Évidemment, il y en a plusieurs qui se fient là-dessus. Le WAR de Baseball Reference. Il est 8e. Vous allez me dire, qui sont les 7 devant lui? Bon, il y a un lanceur, c'était Eric Skubal, qui a une saison extraordinaire avec les Tigers de Détroit. Il y a Juan Soto, Gunnar Henderson, Jaron Duran, dont on a parlé. Et il y a un nom, Marc, et on en a parlé au cours des dernières semaines, qui est devant Ramirez, qui est 6e. C'est Vlad Guerrero. Avec les Blue Jays de Toronto. Mais Vlad, c'était un mois d'avril, un peu comme l'équipe, là, ça a été difficile, mais depuis le mois de mai, là, après ça, Vlad, tranquillement, pas vite, s'est mis en marche. Puis là, à partir de juin, ça a été pratiquement le meilleur frappeur du baseball. Écoute, deuxième pour la moyenne au bâton. On n'aurait jamais cru ça, évidemment, après les 6 premières semaines de la saison. Moi, je suis content pour Vlad, parce qu'après la saison 2021, on a tous eu des doutes. Parce que, dans le fond, on s'est même posé la question, Alain, c'est-tu un gars de 20 circuits et 90 points produits? Alors que les attentes étaient plus un gars de 35, 40 circuits, 120, 130 points produits. Puis là, Vlad, ça a cliqué. Il ne faut pas oublier non plus, là, qui n'est pas vieux. Je sais que tu vas me dire que ça fait un petit bout de temps qu'il est dans le baseball, mais c'est pas un gars qui, il est dans la fleur de l'âge. Il est vraiment, il commence, là, tu sais, la fameuse fenêtre, tu parles souvent, Alain, là, il entre dedans, là, il arrive là, dans cette fenêtre-là. Donc, on va en reparler, Alain, mais j'ai bien hâte de voir comment les Blue Jays vont réagir. Est-ce qu'on va attendre jusqu'à l'année prochaine pour le mettre sous contrat à long terme? Est-ce qu'on attend le contrat de Juan Soto? On en a déjà parlé. Est-ce qu'on suffit à ce que Rafael Devers a fait a signé avec les Red Sox? Mais bravo à Vlad Guerrero. Moi, je suis content. Tu vois que ce gars-là peut traîner une équipe. Là, vous allez dire, les Jays ne sont pas en série.
Quand je dis entraîner une équipe, c'est vraiment donner une chance à son équipe, évidemment, d'aller plus loin. Ça prend un tout, là. Mais bravo, bien content, puis j'espère que les Blue Jays vont faire tout en leur possible pour le garder à Toronto. Écoute, juste pour montrer la hauteur de ce qu'il a accompli cette saison, Marc, tu parlais de la saison 2021. Amener la Ligue pour le nombre de coups de circuit et peut-être pour les deux statistiques les plus importantes aussi, Marc, pour la moyenne de présence sur les buts et la moyenne de puissance. Évidemment, il a mené avec le MPP. Mené pour les deux, là, ça veut dire que tu as été très efficace, ce qui a mené à un MPP+. Bon, ça, évidemment, on tient compte du contexte qui était plus offensif en 2021. Son MPP+, était à 167. Cette année, il est à 169. Il a une meilleure saison qu'en 2021. Oui, ouais, exact. Ah oui, non, à bien des points de vue d'ailleurs. Donc, puis ça, c'est. Et honnêtement, là, ça, c'est sans être vraiment supporté. C'est-à-dire, qui va frapper? Qui frappe derrière Vlad, là? Mm-hmm. Tu sais, rien enlevé à ce que, les Aaron Judge fait ou même Shohei Ohtani. Tu as Mookie Betts qui frappe après toi, tu as Juan Soto dans le cas. Mais Vlad Guerrero était protégé par qui vraiment cette année? Tu sais, Bichette n'a à peu près pas joué, puis lorsqu'il a joué, il n'était pas à son meilleur. Ouais. Alors, c'est d'autant plus méritoire dans le cas de Vlad, là. Oui. Écoute, on parle de tous ces gars-là. Évidemment, Marc, quand on parle d'Ohtani, ça a été une grosse discussion sur les réseaux sociaux depuis le début du mois de septembre, et particulièrement depuis le 50-50. Aaron Judge, Marc, c'est une autre saison extraordinaire de sa part. Le jeu des comparaisons peut être un peu trompeur par moment. Je me rappelle, lorsque les Yankees ont affronté les Royals de Kansas City, on regardait, qu'est-ce que Judge aurait fait s'il avait joué à Kansas City, si Witt avait joué à New York. On a joué dans tout ça. C'est deux saisons extraordinaires là, dans le cas et de Judge et de Shohei Ohtani. C'est pas le même type de joueur, Marc. Judge, son WAR pourrait être plus élevé, Marc, s'il jouait dans la droite. C'est pas un voltigeur de centre. On le met là parce qu'on priorise l'attaque. Dominguez va jouer là l'année prochaine. Mais il ne faudrait pas enlever ce que Judge a fait comme exploit cette année. Ben non. Mais, puis tu sais, tu le dis, là, c'est dangereux le jeu de comparaison. Qui a la meilleure saison entre Judge et Ohtani? On peut juste apprécier que les deux connaissent des saisons exceptionnelles? Puis, tu sais, c'est des contextes qui sont différents. C'est tu sais, tout est différent, mais le résultat est spectaculaire. Puis, tu sais, je veux dire, on parlait tantôt là, des Dodgers et des Yankees. Il y a des très bonnes équipes, évidemment, puis on est loin de penser que ce sont les deux équipes qui vont s'affronter en Série mondiale, mais tu regardes la haute formation des Yankees, la haute formation des Dodgers, je veux dire, c'est tout à fait spectaculaire. Alors, tu sais, de flirter avec la triple couronne dans le baseball majeur, là, je ne parle pas juste de la Ligue américaine, là, dans le baseball majeur, il faut le faire dans le cas d'Aaron Judge. C'est encore une saison exceptionnelle. Puis encore là, faut-il rappeler le contexte. Jouer pour les Yankees, répéter à nouveau, parce que, saison de 60 coups de circuit, les gens disaient, ça va être dur de répéter ça. Et pourtant, il est rendu à 55. Donc, moi, je pense qu'il faut juste apprécier, puis être content d'être témoin de voir des gars avec des physiques imposants. Tu sais, Judge, c'est vrai que c'est pas un chanson, mais il se débrouille pas pire quand même. Oui, il serait meilleur dans la droite, mais pour voir un gars d'un tel physique se déplacer comme il le fait quand même, tu sais, moi, je trouve ça très beau, là, très, très beau à voir. Écoute, on pourrait brasser les deux. Moi, je vais les brasser un peu. Je vais m'amuser un petit peu. Marc, le WAR, Judge est en avant. Il y a même d'autres joueurs qui sont en avant d'Ohtani. Oui, mais Ohtani ne joue pas en défense. Ben, c'est ça. Mais si je regarde c'est une statistique qui me tient beaucoup à cœur, Marc, win probability added, est-ce que la façon que tu contribues à l'attaque à la cause de ton équipe, qui est premier dans le baseball majeur, c'est Shohei Ohtani, probablement qui a augmenté un peu sa cote avec son circuit contre les Rockies dimanche, mais toujours est-il que Ohtani et Judge sont 1 et 2. Troisième, quatrième, Marc, Soto et Profar. Profar qui a baissé un peu, mais il était à un rythme qui était difficilement soutenable. C'est le temps maintenant de la question de la semaine qui est présentée par Sylmar Autoville. C'est votre détaillant pour les pneus de voiture et de camions classiques et antiques. On vous invite à consulter le www.sylmar.ca. Qui, selon vous, on va vous demander de vous prononcer, a la saison la plus spectaculaire? Ohtani ou Judge? Envoyez-nous vos commentaires sur cette question
sur notre page Facebook, facebook.com/compte complet balado. Vous pouvez aussi aller sur notre site internet comptecomplet.com. Alain, juste un petit rappel de souligner notre partenaire principal, le Plan de match, où je m'y retrouve présentement. Donc, c'est une boutique de baseball. Il y a de tout ici. Des gants, regardez derrière moi, ceux qui regardent en vidéo. Alors, tout pour l'équipement de baseball, évidemment, il faut se préparer. Il y a beaucoup de baseball d'automne et maintenant avec les sports-études. Cage de frappeurs, cours privés, tout s'y passe ici. Boutique en ligne également, donc on remercie les gens de Plan de match pour leur support. Et je vous rappelle, pour nous rejoindre facilement également, c'est d'aller se voir sur notre site internet www.comptecomplet.com. On va parler des courses, Marc, dans les deux ligues. D'abord, en début de semaine, la série, tout le monde va regarder, c'est celle entre les Mets de New York et les Braves d'Atlanta. Marc, les Braves ne peuvent pas perdre cette série. C'est pas compliqué, là. Ils en perdent 2, c'est terminé. Donc, c'est minimum 2 victoires, idéalement 3, donc idéalement un balayage. Peu importe ce qui va arriver, les Mets de New York là, ont fait des pas de géants comparativement à l'année passée. Ouais, bravo. Pas de scandale cette année pour les Mets. Pas de problèmes hors terrain qui viennent complètement là, enlever l'esprit d'équipe. On a gardé le focus, on a joué du bon baseball. On a Francisco Lindor, je l'ai mentionné tantôt, qui connaît une saison remarquable, qui a semblé traîner l'équipe. Rappelle-toi, depuis qu'on l'avait inséré au premier rang du rôle offensif, là, l'attaque s'est mise en marche. Plein de belles choses, je trouve, à New York. Les Mets, c'est un marché important pour le baseball majeur. Puis là, de les voir jouer de la sorte, on trouve le moyen de gagner des matchs. C'était pas chic tout le temps, mais on gagne des matchs. On semble vraiment là, être unis comme équipe là, pour cette série-là. Alors que les Braves, c'est un petit peu tout l'inverse qui se produit, Alain. Je regardais la série contre les Marlins. C'est à tout prix là, pour gagner le dernier match de dimanche. C'est pas facile. Ouais. Même si les parties... Rappelle-toi la séquence des lanceurs partants. On accorde à peu près pas de points, puis c'est pas une séquence où on s'est donné une chance là, de rejoindre non seulement les Mets, mais de se placer en position pour les équipes repêchées. Mais bravo aux Mets. Moi, j'aime ce que je vois. Je regarde les 3 lanceurs partants qui vont aller lancer là-bas à Atlanta. J'aime ce que je vois de Sean Manaea qui va lancer lui le 3e match de cette série. Oui, ça, c'est un changement. Juste dire, Marc, on a changé un petit peu la rotation. David Peterson devait lancer ce match-là, mais on y va avec nos 3 vétérans les plus fiables contre Atlanta. OK, alors Peterson devait lancer le match numéro 2, non? Il devait lancer dans cette série-là, mais parce qu'il a lancé quoi? C'est vendredi qu'il a lancé. OK. Donc, oui, sa place, ça devait être mercredi, en principe. Mais regarde, avec la journée de congé, on va être capable d'y aller avec nos 3 vétérans. Bon, alors, tu sais, c'est sûr que les Braves aussi arrivent avec 3 partants qui sont solides, mais le baseball majeur, lorsqu'on a intégré les équipes repêchées, une 3e équipe repêchée, c'est exactement pour ça qu'on vous... C'est d'avoir des marchés comme New York et Atlanta, entre autres choses, pour dire, ben là, vous avez une chance. Vous avez une chance dans le dernier droit de la saison, dans la dernière semaine, si tu veux que ça soit ce genre de match important. On l'a senti dans le match qu'on a fait hier, en fait dimanche. Peu importe lorsque les équipes sont impliquées, Alain, c'est le fun de voir l'intensité, c'est le fun de voir les prises de décision des gérants. Ça va être la même chose au cours de cette semaine-là avec cette série entre les Mets et les Braves. Là. Oui, Marc, je vais me reprendre. Le Peterson, c'est lui qui est prévu mercredi. C'est pas dit qu'il n'y aura pas de changement parce que, selon certains rapports, on aurait pu le tasser un peu, mais Peterson est prévu. Il n'a pas eu un très bon départ en fin de semaine contre les Phillies, sauf que, c'est pas la norme. Il a très bien lancé en deuxième moitié de saison, David Peterson. J'ai très hâte de voir cette série-là. Un mot, Marc, sur Luis Angel Acuna, qui a remplacé de façon admirable Francisco Lindor au cours de cette série. Ça se peut que Lindor revienne. La journée de lundi va probablement le déterminer parce que là, il a commencé à s'entraîner. Et ce que Carlos Mendoza, le gérant des Mets, mentionnait, c'est qu'on attend de voir comment son dos va réagir au lendemain de ses exercices. Exact, tu as raison. C'est lundi que ça va se passer. Comment il va se lever lundi matin. Et ça va être à déterminer. Ce qui est le fun pour les Mets, c'est que là, on peut se permettre d'être encore un petit peu patient avec Lindor, compte tenu de ce qu'Acuna a réalisé.
Je mentionne souvent que tu ne peux pas remplacer un joueur de la trempe de Lindor par un autre joueur. Si c'était ça, ce serait trop facile. Mais tu sais, le fait que Acuna fait le travail en défense et soudainement, écoute, frappe comme jamais on avait pu anticiper. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas connu une bonne saison. Il ne connaissait pas une bonne saison au niveau 3A. Et de là à me dire parfois, Alain, tu sais, même si le gars ne connaît pas des bonnes saisons, tu sais qu'il a des habiletés, amène-le au niveau majeur. Peut-être que parfois, tu sais, sous les réflecteurs des majeurs, le gars peut s'éclater. Ça semble être le cas. Euh, Ça semble être le cas pour Acuna. Donc, un bel exemple parfois de dire, tu sais, s'il y a des hésitations à rappeler un joueur de temps en temps, ça ne veut pas dire que ça va fonctionner pour tout le monde, mais dans ce cas-ci, donne un sérieux coup de main aux Mets de New York, à la limite de dire que ça n'a presque pas paru que Lindor a été absent au cours là, des derniers matchs. Marc, un petit mot sur Arizona parce qu'ils sont dans la même situation que les Mets, sont à égalité, les deux. On passe la dernière semaine à domicile. San Francisco et San Diego. Écoute, on a notre sort entre les mains dans une situation qui est favorable. Donc, il n'y a pas d'excuse pour les Diamondbacks, honnêtement, là, parce que les Giants, bon, regarde, ils sont éliminés des séries, là. Il n'y a pas vraiment d'enjeu, sinon d'avoir hâte que la saison finisse. Autrement dit, les Diamondbacks là, sont très bien placés sur papier. Oui, exact. Et ben, c'est de voir aussi lorsqu'on va jouer contre les Padres. Les Padres qui connaissent les 2 derniers mois de la saison, c'est fantastique. On n'en parle pas beaucoup là, des Padres, mais se sont positionnés avantageusement aussi. Ouais. Mais moi, j'aime ce que je vois les Diamondbacks. Je sais qu'ils ont perdu un match plat dimanche, alors qu'ils menaient quoi, 8-0. Ouais. Ils ont réussi à le perdre, mais on en a assez. OK, on a l'expérience de l'année dernière. La plupart des joueurs sont de retour. Ceux qui n'étaient pas là l'année passée, ce sont des joueurs d'expérience. Moi, j'ai l'impression que les Diamondbacks vont réussir à tenir le coup. Tu as parlé de la série contre les Giants, effectivement. Mais encore une fois, ça joue sur le terrain, Alain. Regarde les Royals. 7 de suite. Là, personne qui aurait pu prévoir 7 défaites de suite. Et là, ben, soudainement, on se retrouve. C'est plus délicat, là. Oui. Écoute, on a parlé, on va finir pour la nationale avec ça, Marc. On a parlé de la série Mets-Braves. Mais il y a une autre série sur la côte ouest là, en début de semaine. Padres contre Dodgers. Il y a 3 matchs qui séparent les deux équipes. Ben oui. Et on connaît les ennuis des Dodgers au monticule. Là. Écoute, ça va être une belle série pour bien des raisons. Effectivement, est-ce que les Dodgers vont. Est-ce que ça va prouver le fait qu'on en a assez au monticule ou pas assez, justement? Les Padres veulent passer un message avant que les séries commencent. Il y a plein d'enjeux dans cette série-là qui va être le fun. Le calendrier, parfois, est bien fait pour ça, là, pour nous donner des dernières séries où tu n'auras pas le choix de surveiller ce qui se passe, là. Juste te donner une idée, Marc, au moment où on se parle, les lanceurs partants pour les Dodgers dans cette série, dans le premier match, c'est Halverson. Et c'est à déterminer pour les matchs 2 et 3. C'est juste, ça illustre un petit peu là, la situation des partants chez les Dodgers. Ligue américaine, Marc. Il y a 4 équipes qui se battent pour 2 places, en prenant pour acquis que Baltimore devrait passer comme équipe repêchée numéro 1. Là, tu as Kansas City, Minnesota, pour qui ça va pas bien, mais pas du tout. Tandis que Détroit, c'est la meilleure équipe, pour une des meilleures équipes dans la Ligue américaine au cours du dernier mois. Puis Seattle, Marc, on s'est rapproché. On ne joue pas de la mauvaise balle du côté des Mariners de Seattle. Je regardais ça depuis 3 semaines. Là. On s'est même mieux frappé. Rodriguez a commencé à frapper comme il aurait dû frapper depuis le début de la saison. Avec un personnel de lanceurs, Marc, qui va en donner. Il faut juste que la relève fournisse. Là. Ça, c'est un point d'interrogation chez les Mariners. Mais rien n'est acquis encore dans la Ligue américaine. Non. Non, puis on voit que ça peut changer vite là, avec les 7 défaites des Royals. Je veux dire, tu sais, à ce stade de la saison, tu te dis, ben, il faut que tu évites là, une mauvaise séquence de 3 défaites. Et là, soudainement, ben, il s'est rendu à 7. Moi, écoute, les Twins m'inquiètent. Je sais qu'avec le retour de Correa et Buxton, on s'est dit, bon, mais tu sais, je regarde la sortie de Pablo Lopez. C'était un match important, puis il s'est fait. Bon, tu vas me dire que c'est un frappeur, là, Tristan Casas, qui l'a complètement démoli, mais ça reste. C'est pas le genre de départ que tu veux, ce statut de la saison. Tu sais, Détroit, le vent dans les voiles, là, c'est une équipe qui semble pas être capable de perdre actuellement. On trouve le moyen de gagner de toutes les manières possibles. Puis ça, rendu en série, c'est ce que tu veux voir, là, une équipe qui a le vent dans les voiles. Mais
moi, ce que je trouve le fun de la façon dont les divisions sont faites, c'est qu'il y a toujours des surprises dans les centrales. Tu sais, c'est toujours différent dans la centrale. Les équipes sont bâties un peu de la même manière. Puis autant dans la nationale que dans l'américaine. Et là, ben, on se retrouve effectivement à avoir toutes ces équipes-là à se battre entre elles pour une place en série. Je pense que les Royals vont trouver une manière de, je ne sais pas comment, là, mais d'éviter le pire. Mais ça reste que, tu sais, la marge de manœuvre n'est pas très élevée, là. Il y a 2 matchs qui séparent les 4 équipes. C'est pas compliqué, là. Puis les 2 qui jouent le mieux, comme je le mentionnais, actuellement, ce sont les Tigers et les Mariners de Seattle. Kansas City, Marc, je suis d'accord avec toi, les partants devraient les garder dans le match pour leur permettre d'en gagner au moins la moitié d'ici la fin de la saison. Donc, la moitié, ça devrait te permettre de penser. L'avantage que les Twins ont, c'est qu'ils ont l'avantage en cas de bris d'égalité sur tout le monde. Exact. Ouais, ça, c'est un gros avantage. Les Mariners tirent un peu de l'arrière. Évidemment, là, ils doivent jouer du baseball de rattrapage. Mais tu as raison de mentionner, Alain, puis tu sais, sans mettre trop de pression sur Rodriguez, aussitôt qu'il s'est mis à frapper un peu, là, ben oui, tu as vu un changement soudain dans le rendement de l'équipe. Fait que parfois, ça ne prenait pas grand-chose. Moi, j'aurais aimé qu'on le supporte un petit peu plus. J'aurais aimé qu'il y ait un gros frappeur qui le supporte davantage. On n'est jamais allé le chercher, là, bien, évidemment, en fin de saison à Rosarena et Justin Turner, mais c'est de valeur parce que c'est encore un personnel de lanceur partant exceptionnel du côté de Seattle, puis ça se peut qu'on ne fasse pas les séries malgré tout. C'est pas pour rien que Scott Service a été remercié là, au cours des dernières semaines, mais écoute, tu vois l'impact d'un gars comme Rodriguez, si moindrement est capable de jouer comme il en est capable, ça peut faire une grande différence. Bon, Marc, c'est le temps de la carte de la semaine. C'est une présentation de cartes d'union dépôt.ca. C'est votre détaillant de cartes sportives et non sportives avec plus de 14 000 articles en vente sur eBay. Cette semaine, ça va faire 50 ans que Tommy John subissait une opération majeure au coude, une transplantation ligamentaire, une opération qui porte son nom. C'était une opération expérimentale à l'époque. D'ailleurs, Frank Jobe, juste avant l'opération, disait à Tommy John, j'ai aucune idée de ce que je m'en vais faire. C'était très rassurant pour Tommy John, mais il était rendu là. Il n'y avait plus de choix. Donc, la carte qu'on prend, c'est celle de 1974 avec les Dodgers de Los Angeles. La carte numéro 451 de OPG qui a publié un ensemble de 660 cartes. Au verso, on voit des faits saillants, il y a des dessins traduits en français aussi pour le marché québécois. Puis l'autographe du joueur qui apparaît aussi. Donc, dans le cas de Tommy John, Marc, oui, c'est expérimental. Le deuxième à l'avoir subi de mémoire, c'était Brent Strom. Par la suite. Et et de fil en aiguille, Marc, on a peaufiné cette opération-là qui est devenue beaucoup trop fréquente, disons-le. Ce qui n'a peut-être pas changé, Marc, c'est la récupération qui est toujours aussi longue, qui devrait être une préoccupation majeure des organisations. Toi-même, Marc, tu l'as subi, cette opération-là. Compte tenu du nombre d'opérations, du nombre de lanceurs qui reviennent, c'est une opération, bon, regarde ça, bon, il va revenir, mais c'est loin d'être banal. C'est loin d'être banal. Puis moi, c'est Dr. Jobe qui m'a opéré aussi. J'aurais pas aimé ça qu'ils me disent j'ai aucune idée de ce que je m'en vais faire, mais en tout cas, bonne chance. Mais effectivement, en fait, moi, j'ai subi l'opération où je m'en allais donc subir la transplantation. Et finalement, j'ai subi ce qu'on pourrait appeler l'opération Jim Gott. Et pourquoi? Rappelle-toi Jim Gott, le lanceur, entre autres, des Pirates. C'est qu'au lieu de... Puis là, je ne suis pas médecin, mais rapidement, là, au lieu d'être sectionné au plein milieu, là, ce qui était le ligament, moi, ça a été sectionné près du tendon. Alors, au lieu de faire une transplantation, là je parle d'un langage pour que tout le monde comprenne, là, mais vu que j'ai une bonne partie du ligament qui est encore en bon état, si vous voulez, c'est comme si on avait percé un petit trou dans l'os, puis on a étiré le ligament pour venir le rattacher, si vous voulez. L'avantage, c'est que ce n'est pas une transplantation. Le désavantage, Alain, c'est au niveau de la flexibilité, et la réhabilitation était aussi longue que l'opération normale de type Tommy John. Mais tout ça pour dire que ça a quand même transformé la carrière de bien des joueurs. Parce qu'Alain, à une certaine époque, plusieurs avaient subi l'opération, mais qui ne se rendaient jamais dans les majeurs ou finalement que leur carrière était terminée parce que c'était pas, évidemment, une science exacte à 100%. Alors qu'aujourd'hui, je te dirais que le taux de réussite est pas mal plus élevé qu'il l'était à l'époque. Et moi, je me souviens,
pas plus tard que les années 90, là, même début 2000, tu subissais l'opération, on ne te regardait plus de la même manière parce que c'est une blessure importante, alors qu'aujourd'hui, ben, tu vas la subir, tu vas venir lancer 7-8 000 à l'heure de plus. J'exagère à peine. Donc, mais c'est un fléau, effectivement, au niveau des jeunes, mais ça reste que Tommy John va toujours être associé, évidemment, à cette intervention. Et quand je dis c'est pas banal, Marc, les médecins d'ailleurs vont vous le dire, il n'y a pas d'opération qui ne représente pas de risque. Il y a des complications, même pour la plus anodine des opérations. Ouais. Et d'ailleurs, il y a 3 ans, Marc, il y a un lanceur sud-coréen qui évoluait au sein de la NCAA qui est décédé de complications de l'opération Tommy John. Évidemment, il y a de l'anesthésie qui vient tout ça, mauvaise réaction et tout ça, mais tout ça pour dire que peu importe l'opération, il y a des risques. Il n'y a pas de garantie. T'sais. Jason Terry en est un bel exemple. Il n'est jamais revenu complètement, là, même s'il tente de revenir. C'en est un exemple de lanceur là, qui tarde encore à revenir si jamais il sera en mesure de le faire. Donc, ce sera le 25 septembre, 50e anniversaire de cette opération à l'époque expérimentale qu'on nomme aujourd'hui l'opération Tommy John. Dans le cadre de notre balado, on va poursuivre évidemment pendant les séries éliminatoires. Le calendrier va probablement changer en fonction de chacune des séries. Donc, soyez aux aguets, ce ne sera pas nécessairement les lundis, comme par exemple après la toute première série des équipes repêchées, il y aura un balado pour faire le bilan de la première série et nos prédictions pour la deuxième. Donc, ce sera beaucoup plus facile à suivre pour tout le monde. Également, on a ajouté du contenu, on en ajoute d'ailleurs constamment, des entretiens principalement avec des Québécois qui ont tracé le chemin au Mark Griffin, au Abraham Taureau, au Charles Leblanc, à Otto Lopez, à tous ceux qui jouent aujourd'hui au baseball professionnel, même ceux qui sont avec les Capitals de Québec. Cette semaine, par exemple, Pete Cianflone, qui a marqué le baseball à Saint-Léonard notamment, qui vient de la petite Italie, qui a joué dans l'organisation des Dodgers, bon ami Tom Lasorda. Donc, un entretien avec lui, avec Gilles Saint-Onge, qui a évolué dans l'organisation des Phillies de Philadelphie notamment, gros joueur de puissance de premier but. Michel Spinelli, qui a été le marqueur officiel des Expos de Montréal pendant de nombreuses années, pendant 25 ans en fait, et qui a été arbitre aussi au niveau professionnel. Bref, tous les gens qui ont gravité autour du baseball, il y en a beaucoup là, dont vous pourrez écouter les entretiens sur notre balado. Il y en a une bonne dizaine de disponibles. Ils ont tous une histoire à raconter, tous fort intéressants et surtout, Marc, tous fiers de ce qu'ils ont accompli dans le monde du baseball professionnel, un monde où c'est pas facile de s'imposer. Tu sais, tu es passé par là, Marc. Donc, je te dirais, c'est un hommage à ces Québécois là, qui ont tracé la voie à ceux qui ont suivi. Oui, puis pardon, tout amateur de baseball va l'apprécier. On parlait de riche histoire du baseball, mais il y a une riche histoire du baseball ici aussi au Québec. Mhm. Et tu l'as dit, il y a des gens qui ont eu des carrières dans l'ombre, sous les radars. Puis là, ben, c'est le fun de leur parler. Ils sont fiers, tu l'as dit, là, je pense que c'est le mot Ouais. à retenir. Ils sont fiers de ce qu'ils ont accompli. Et aussi, ça a amené la prochaine génération à poursuivre puis à apprendre de l'expérience de ces gens-là. là. Et je te dirais surtout, Marc, et ça, on me l'a mentionné, de croire que c'est possible. Je pense que c'est un aspect qui est extrêmement important. Tu sais, ces gars-là, là, il y en a à qui j'ai parlé qui étaient là dans les années 60. Ils ont tous marché sur les pas de Claude Raymond, là, à un moment donné, Ron Piché et tous ces Québécois là, qui ont joué dans le baseball majeur dans les années 50 et 60. Bon, comme disait Feu Pat Burns, Marc, il y a 2 capitaines qui ne reviendront pas à bon port, au moins. David Bell, ça a été annoncé ce dimanche soir, ne finit même pas la saison, la dernière semaine avec les Reds de Cincinnati. Je vais te dire mon opinion et en regardant un petit peu la tenue des Reds, on l'a mentionné à quelques reprises, Marc, les Reds n'ont pas si mal joué cette année. Leur différentiel est positif. Ce qui a fait mal, le rendement des matchs à écart d'un seul point, on est très déficitaire. Je ne sais pas si c'est le critère sur lequel on s'est basé. Si c'est ça, Marc, je pense qu'on fait fausse route. Comme on a fait fausse route avec les Marlins en croyant qu'on avait une bonne équipe, alors que l'année passée, Marc, on avait, dans ces matchs-là, on avait une fiche qui était bien au-delà de leur niveau de jeu. On a fait les séries grâce à ça. Je ne suis pas sûr que l'évaluation a été juste envers David Bell.
Ouais, ben écoute, si tu regardes l'ensemble, moi-même, j'avais placé les Reds probablement comme Oui. surprise cette année en tête de la division. Donc, ça a été décevant à ce niveau-là. Euh, j'ai, écoute, je pense que été fait. Tu sais, David Bell a connu une bonne carrière. Il était probablement l'homme de la situation lorsque les Reds ont traversé une période difficile pour ramener tout ça vers une période qui semble être un peu plus intéressante, là, qui s'en vient. Moi aussi, je trouve ça un petit peu injuste. J'aime la stabilité, Alain, d'une organisation. Je ne Mhm. dis pas que David Bell, là, c'est un gars qui devrait être là pendant 20-25 ans, mais il me semblait faire un travail qui était fort honnête. Tu as raison, lorsqu'on gratte un petit peu, c'est ce qu'on retient vraiment. C'est les matchs serrés qu'on n'a pas réussi à gagner. Mais Alain, le sport professionnel est fait ainsi. C'est qu'à un moment donné, ben, s'il y en a un il faut qu'il paie le prix, puis il faut Ouais. justifier ce genre de rendement, puis là, il faut essayer de vendre des billets de saison l'année prochaine. Il y a toutes ces espèces d'affaires-là. Tu renouvelles des partenariats. Alors là, si tu dis, ben regardez, j'ai vu le communiqué là, des Reds. On Ouais. était très élogieux là, envers David Bell. Là. On ne l'a pas Ouais. sorti à couper dans le derrière, mais c'est un peu injuste ce qui se passe. Et tu vois, parfois, il y a des organisations, Alain, qui ont un petit peu de misère à aller chercher une certaine stabilité. Ben, c'est souvent ces organisations-là qui décident de changer aux 2-3 ans leur gérant, alors qu'à un moment donné, c'est peut-être le problème est ailleurs. Ouais. Écoute, on a du talent, c'est clair. Du côté des Reds de Cincinnati, on a eu beaucoup de blessures chez des lanceurs partants. Pourtant, on en avait plusieurs. Marc Hunter Green qui s'est élevé parmi les meilleurs cette année. Nick Kroll, qui est responsable des opérations baseball, c'est lui qui a emmené David Bell. Donc, je suis convaincu que ça n'a pas été une décision facile à prendre. Mais écoute, comme c'est lui qui l'avait embauché, je vais donner la chance aux coureurs. Comme je mentionnais, j'espère juste qu'on ne s'est pas basé strictement sur la fiche de l'équipe. Il y a peut-être des différences philosophiques aussi qui rentrent en ligne de Ben jeu oui. dans ce Mais dossier-là particulier. je vais dire une chose par contre, et là, je sais que Skip Schumacher, avec Bon, évidemment avec les Marlins, là, il n'a pas été remercié, mais en tout cas, dans ses propos, là, les rumeurs l'amènent, imagine-toi, avec les Reds de Cincinnati. Moi, ce que j'allais dire, par contre, c'est que la personne qui va prendre les rênes des Reds, il est en bonne position de bien paraître. Là. ouais, Tu ouais. comprends? On n'arrive pas là, à essayer de rebâtir quelque chose. On a quelque chose de solide. Et là, ben, cette personne-là pourrait amener les Reds justement à remporter le titre dès l'année prochaine. Là. Parle-moi donc, Schumacher, Marc, dans ce que je disais avec les Reds, j'ai glissé un mot des Marlins. J'espère qu'on n'a pas commencé la saison en s'imaginant qu'on était une équipe là, qui était prête à faire des séries et à compétitionner avec les Braves et les Phillies de Philadelphie. C'était un accident de parcours l'année passée, positif. Mais je veux dire, jamais de la vie on pouvait, avec le même niveau de jeu, espérer même jouer pour 500. Puis d'ailleurs, ce fut le cas. Hein? Ben là, Effectivement, ben, Schumacher était dans une situation de. Il ne pouvait pas gagner. C'est-à-dire qu'il ne ouais, pouvait pas amener l'équipe vraiment à causer une surprise. Là. Sur papier, ça ne se pouvait pas. Je veux dire que la belle surprise des Marlins cette année, c'est la tenue d'Otto Lopez. Qui a tout un mois de vraiment. septembre. Tout un mois de septembre, en fait. Je veux dire, une bonne fin de saison, plus de 100 coups sûrs maintenant avec l'équipe. C'est vraiment établi comme un joueur régulier. J'espère que pour lui, ça va être profitable au cours certainement de la prochaine année. Mais encore une fois, Alain, tu regardes l'organisation des Marlins, là, je veux dire, c'est des changements constamment. Il n'y a pas de stabilité, c'est-à-dire, il n'y a pas de constance dans la prise de décision. C'est toujours difficile. Alors, C'est je le dis souvent, Alain, ça joue comme c'est mené. Quand c'est mené un petit peu tout croche en haut, ça va être difficile d'aller chercher une stabilité en bas. Là. La saison a commencé, Marc et Schumacher étaient déjà en danger. On a changé de direction, on a changé la structure de l'équipe. En fait, c'est exactement la même situation quand Alex Antopoulos est parti de Toronto. Kim Inge n'a pas voulu s'impliquer dans cette structure-là et il est parti. Donc, Peter Bendick, c'est lui qui est responsable là, qui chapeaute un peu à la Dave Dombrowski tout ce qui se passe en dessous de lui. Donc, Kim Inge ne voulait pas être redevable à Peter Bendix et on se doutait que Schumacher, ça prenait une place en série pour qu'il reste, Marc. Déjà, il y avait des indications avant que la saison commence que Schumacher n'était pas l'homme de Peter Bendix. Très difficile de se justifier dans un contexte Ben comme oui, celui-là. exact. Mais lorsque Ken Inge a quitté, là, Alain, moi, je me disais, bon,
c'était une bonne tête. C'est une bonne tête de baseball qui avait un plan, qui semblait savoir où s'en aller, mais des différences au niveau philosophique et un peu, tu sais, ça me fait penser un peu à la situation avec Alex Anthopoulos lorsqu'il était avec les Blue Jays. Les Blue Jays, tu vas te rapporter en haut. Non, moi, je veux carte blanche, là, je ne veux pas commencer à rapporter à du monde, mais non, ça va être comme ça la nouvelle structure. Alors, Anthopoulos est parti, puis on connaît la suite. Là. Donc, c'est ça. Lorsqu'on a les bonnes personnes de baseball en place, il faut savoir les reconnaître et savoir de leur laisser justement le champ libre pour avoir cette stabilité que plusieurs organisations n'ont pas, dont les Marlins, dont les White Sox. Ouais. Bon, les White Sox, Marc, on ne s'attendra pas là-dessus. On en a déjà discuté. Juste pour dire qu'ils ont battu le record de la Ligue américaine pour le plus grand nombre de défaites. Et écoute, quand ton nom est associé aux Spiders de Cleveland, parce que ça n'a pas bien été. Non, mais juste un petit mot là-dessus, Alain, rapidement. Là. Tu sais, les joueurs là-dedans, là, les joueurs des White Sox, tu fais partie de la formation, de la c'est pas facile, là, tu comprends? Là, je comprends que les joueurs, bon, OK, faut mettre de côté tout ça, mais c'est pas facile pour les joueurs des White Sox de Chicago. Là. Marc, 2 derniers sujets. C.J. Abrams. C.J. Abrams a fêté un peu fort, ça a l'air trop tard ou trop de bonheur, dépendant. Passé une soirée au casino qui s'est éternisée jusqu'à 8 heures du matin. Il y avait un match en après-midi. Donc, on a pris la décision de l'envoyer sur notre site d'entraînement, officiellement au niveau 3A. Bon, on ne connaît pas les détails. Quand je dis on ne connaît pas les détails, est-ce que c'est un manque de discipline de la part d'Abrams ou c'est un problème de gambling? C'est complètement différent dans un dossier comme dans l'autre. C'est pour ça que j'hésite à me prononcer tout de suite dans les actions, à juger les actions de C.J. Abrams. Oui, exact. Et c'est pour ça que les Nationals l'ont cédé au niveau des ligues mineures. En fait, bon, la saison 3 est terminée, donc on l'a envoyé au site de camp d'entraînement. Tu sais, sors-le de l'action, si tu veux. Puis là, ben, on va pouvoir, si on réalise que finalement, c'était de l'indiscipline, ben là, on va dire, écoute, ça n'a pas de bon sens ce que tu fais là. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que tu ne joues pas le reste de la saison. Et si c'est un réel problème, ben, au moins, on peut régler ça loin des réflecteurs, loin de Washington. Alors, ça, effectivement, il ne faut pas sauter aux conclusions rapidement, mais d'être là jusqu'à 8 heures du matin alors que tu as un match à en après-midi. Je comprends l'organisation d'avoir réagi rapidement là-dessus et là, ben, on va pouvoir gratter un petit peu plus pour voir les réelles conséquences de tout ça, mais ce n'est pas impossible, Alain, il peut y avoir un problème. Les jeunes, là, ils font beaucoup d'argent tôt dans leur vie et parfois, on ne s'entoure pas nécessairement des bonnes personnes, on se retrouve dans des situations qui ne sont pas nécessairement favorables à votre style de vie. Et là, ben, tu sais, je veux dire, même en 2024, je sais que dans les années 70-80, j'ai toujours en tête les Dwight Gooden et Darryl Strawberry, là, mais ça reste qu'il faut être prudent. Puis parfois, ben, on peut tomber sur des gens qui ne nous influencent pas de la bonne manière. Oui. Maintenant, dernière chose, Craig Kimbrell, Marc, qui a été, pas encore remercié officiellement, là, mais qui a été retiré de la liste des 40 joueurs. Pas seulement retourné, là. Bon, de toute façon, il fallait sa permission, ce qu'il aurait probablement refusé. Kimbrell, ça n'allait plus. Je regardais sa fiche depuis le mois de juillet, Marc. C'est 2 coureurs par manche, moyenne de points mérités, c'est plus qu'1 point par manche accordé. C'était devenu impossible de lui donner quelques responsabilités que ce soit. Pour une équipe qui s'en va en série, c'était devenu un fardeau. Au point tel, Alain, que au point tel que je me demande si. Rappelle-toi, lorsque les Orioles l'avaient embauché, on a eu la même réaction les deux en disant il me semble que c'est peut-être pas le joueur compte tenu de ce qu'il avait fait en série avec les Phillies. Ça devenait difficile la fin de match, les fins de match. Marc, je veux juste revenir. On avait cette réaction-là quand les Phillies l'ont embauché il y a 2 ans. Bon. C'est pas d'hier. Là. Non, exact. Mais moi, là, j'ai l'impression que son influence a été plus grande qu'on pense, Alain. C'est-à-dire que le nombre de sabotages, le nombre de matchs serrés que finalement, on n'a pas réussi à gagner chez les Orioles, est-ce que tu penses que ça n'a pas pesé lourd à un moment donné chez les jeunes joueurs des Orioles, à dire on mène en 8e, puis là, finalement, ben, notre relève n'est pas capable de tenir le coup. J'ai l'impression qu'il aurait pu avoir une espèce d'effet d'enchaînement. Je ne dis pas que c'est la faute de on va dire, de la mauvaise séquence des Orioles, parce que depuis, je vais dire, un bon mois et demi, c'est plus difficile là, pour Baltimore.
Mais ça coïncide aussi là, avec des gros problèmes pour Kimbrel. Alors, tu sais, la réputation, c'est quelque chose, mais le rendement là, fait foi de tout. Et là, ça devient difficile pour les Orioles de Baltimore de s'en sortir là, présentement. Là. Puis, on n'entre pas en série, Alain, dans une optique, là, ou dans une optique tu sais, qu'on est en confiance et qu'il y a de l'énergie. Ouais. Là. On est à plat dans cette équipe-là présentement. Là. C'est même, ça se voit, là, le langage corporel des joueurs. Là. Écoute, Kimbrel, là, au moment où on se parle, et pourtant, on ne lui a pas donné beaucoup de responsabilités là, depuis le mois de juillet, mais il est dernier dans la Ligue américaine pour la probabilité d'aider son équipe à gagner. Autrement dit, il a coûté plus de matchs au monticule que quiconque dans la Ligue américaine, à égalité avec Kenta Maeda des Tigers de Détroit. Moi je suis pas mal convaincu que ça a eu une influence, Alain, sur le moral de l'équipe à un certain moment donné. Puis moi, je le sais, là, je l'ai vécu, là, pas au même égard, mais je l'ai vécu, là, j'étais sur le terrain, là, puis là, le gérant arrivait, puis il dit, OK, c'est lui qui lance, puis tu fais comme, ben, voyons donc, là, on vient jouer un match sensationnel, puis tu amènes ce gars-là, et comme de fait, là, le gars, il donne 3 buts sur balle de suite, puis là, ben, tu te fais rattraper. Donc, il peut y avoir cet effet-là, Alain, du côté. Je ne dis pas que c'est l'unique raison des problèmes des Orioles, mais je suis convaincu que ça en fait partie. Oui, bon point, ça, Marc. Maintenant, ça complète ce balado. On vous présente les matchs de la semaine. Il y en a 2. Présentation de la boutique des fans. C'est votre boutique de cartes sportives et d'objets de collection à Hawkesbury. En plus de vous offrir des cartes Pokémon Magic the Gathering et des figurines Funko Pop. Je vous invite à consulter la boutique des fans.ca. Donc, ce lundi soir, on vous présente à RDS Info, 20h, oui, 20h, les Astros de Houston qui vont accueillir les Mariners de Seattle. Match important pour les Mariners. Les Astros sont tout près de confirmer leur place en série et le titre de la section ouest de la Ligue américaine. Et mercredi, on verra le deuxième match de la série, très attendu entre les Mets de New York et les Braves d'Atlanta. C'est un match qu'on vous présente à RDS. À compter de 19h, ce sera le dernier match de la saison régulière qu'on vous présente. Par la suite, on sera de retour pour les séries de la Ligue américaine présentées à RDS, donc cette année. Voilà ce qui complète ce balado. J'espère que cela vous a plu. On vous souhaite une très belle dernière semaine de saison régulière de baseball. À très bientôt. Balado compte complet vous a été présenté par Plan de match à Boucherville, fier partenaire de votre passion.